Shalom Aleichem. Alors on va s'intéresser à un personnage clé de la philosophie grecque, donc Platon, un des grands noms de la philosophie grecque. On connaît tous Pythagore, on connaît tous Socrate, Platon, Aristote, c'est les grands noms de la philosophie grecque, c'est des noms universellement connus. Il y a évidemment beaucoup d'autres. Les Grecs ont donné au monde beaucoup de philosophes et se sont efforcés donc de promouvoir la philosophie et la pensée, mais Platon est quand même un personnage clé. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous ? On va essayer de comprendre un petit peu le personnage. Pourquoi on va essayer de comprendre Platon ? Qu'est-ce que ça peut nous faire à nous de comprendre Platon ? Parce que c'est, d'après le Rama, qui est un grand possèque, donc le grand décisionnaire ashkénaze, il écrit dans le Sefer Torah Ta'ola qu'il a rencontré le prophète Jérémie. Et ils ont eu un échange tous les deux, et cet échange est un échange qui marque bien à la fois la différence, l'affrontement, mais en même temps un petit peu le point de rencontre entre cette philosophie grecque et puis le judaïsme. Et puis ce qui nous intéresse derrière tout ça, c'est qu'en fait le débat avec les Grecs il continue jusqu'à aujourd'hui. On s'est battu avec eux à l'époque de Hanouka, mais en fait on s'est battu avec des gens qui voulaient promouvoir la philosophie grecque et qui, pendant une centaine d'années, avaient réussi à imposer donc le règne de cette civilisation, de ces idées sur la Judée, sur le peuple juif. Et puis finalement, quand on regarde bien, on s'aperçoit que ce débat, finalement, n'est pas fini. Alors quel est le débat fondamentalement entre les Grecs et nous ? Est-ce qu'on peut le résumer d'une phrase ? Difficile, mais on peut, disons, dire quelques mots pour essayer un petit peu de situer les choses. En fait, les Grecs ont repris beaucoup de thèmes qui étaient des thèmes de la philosophie, des thèmes du judaïsme. Par exemple, dans les textes de Platon, vous retrouvez des textes sur l'immortalité de l'âme, sur la recherche du bien, la morale. Vous voyez que Platon, par exemple, s'est essayé plusieurs fois en politique. Il a fait beaucoup de politique. Ça n'a jamais marché. Il a ouvert une académie et il a enseigné. Bon, il a essayé de propager à la fois son savoir, mais en même temps un mode de vie. Là aussi, vous voyez qu'il y a ici une rencontre. Enfin, une rencontre. Il y a une espèce de confluence. Nous aussi, on a une pensée qui s'articule autour d'un mode de vie. Mais Platon prétend aussi à cela. Alors, est-ce qu'il peut prétendre à ça ? Est-ce que les Grecs peuvent prétendre à ça ? Il y a depuis maintenant plus de 2000 ans, en fait, une rencontre perpétuelle qui n'est jamais terminée avec les Grecs. Donc en fait, c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. D'abord, on va le situer historiquement, essayer de comprendre à quelle époque il a vécu. On va essayer de comprendre aussi ce qu'il a véhiculé rapidement, parce qu'on a un cours de 20 minutes. Mais on va surtout essayer de comprendre ce qui s'est passé entre Platon et les Juifs et le prophète Jérémie, et d'une manière générale, entre les Grecs et le judaïsme. Bon, pour le poser sur le plan historique, donc il est né en moins 428 et décédé en moins 348. Il a vécu environ 80 ans, et cette période est une période intéressante parce que c'est la période qui suit en fait la destruction du premier temple. Alors là aussi, il faut faire une mise au point. Si vous ouvrez des livres d'histoire, vous allez voir que la destruction du temple se serait produite en moins 586. Or, si on fait nos comptes à nous, nos comptes disent que le temple a été détruit en 3338 de la création du monde. Cette année correspond à l'année moins 422. Donc nous disons que le temple a été détruit en moins 422, et dans les nations du monde, on dit qu'il a été détruit donc en moins 586. Il y a une différence donc de près de 160 ans. Donc il faut essayer de comprendre d'où ça vient. Alors ça vient du fait que la datation de l'Antiquité est basée d'abord sur la datation de l'histoire égyptienne. Or l'histoire égyptienne, on la date entre autres avec un monsieur qui s'appelait Manéthon, qui a vécu 3 siècles avant notre ère, qui était un grand antisémite, grosse crapule antisémite, et puis surtout sur le plan historique, comme tous les historiens de l'Antiquité, un grand falsificateur, parce que c'est quelqu'un qui voulait prouver que la civilisation égyptienne était la première, la plus puissante, la plus forte, la plus proche des dieux, qui avait permis l'accouchement, l'apparition donc de l'humanité. Et donc il va artificiellement allonger l'histoire égyptienne d'environ 600 ans, en rajoutant des dynasties de pharaons qui n'ont pas existé, en rallongeant donc certaines périodes, et donc par contre-coup, en truquant complètement la datation de l'Antiquité perse, babylonienne, mède, et donc aussi des Grecs. Alors c'est pour ça que, par exemple, quand vous lisez des textes sur les Hébreux, vous voyez toujours que les historiens disent que les Hébreux, les Juifs prétendent qu'il y a eu une sortie d'Égypte qui s'est produite il y a 3331 ans à l'heure où je vous parle. Et en vérité, c'est pas vrai. S'il y a un événement qui s'est produit comme ça, il s'est produit 1000 ans plus tôt, mais c'est pas du tout l'événement dont parlent les Juifs. La différence entre la datation de l'Antiquité telle qu'elle est faite par les historiens et la datation de l'Antiquité telle qu'elle est faite par nous, c'est que nous, on a une tradition
qui est véhiculée, c'est une tradition de témoignage. Ce sont des millions de papas et de mamans qui ont raconté à des millions d'enfants, des milliers de maîtres qui ont raconté à des milliers d'élèves. Et comme ça, depuis 3331 ans, une tradition, une continuité, sans aucune discontinuité. Alors que quand vous regardez les datations de l'Antiquité et des autres civilisations, c'est toujours des faits et des traces éparses. On va trouver des inscriptions par là, on va trouver des témoignages par là, on va trouver des écrits par là, on va essayer de faire des recoupements, mais il n'y a pas de transmission comme c'est notre cas, aide mipi aide, de témoignages de génération en génération, de témoin à témoin, jusqu'au moment donc du Har Sinaï. Alors, pour revenir sur Platon, donc Platon, lui, il est né en moins 428, et donc c'est quelques années après la destruction du premier temple. Qui était son maître ? Son maître était Socrate, qui est l'inspirateur numéro 1 des philosophes grecs, Pythagore. Et là, c'est très intéressant parce que Rabbi Israël d'Amsterdam et d'autres Rishonim et d'autres Acharonim, des Rishonim à l'époque du Rambam et d'autres Acharonim, vont reprendre cette idée dans le Maharam de Pano et expliquer que, en vérité, l'origine de la rencontre, c'est le roi Shlomo HaMelech. C'est Shlomo HaMelech. Ils ont rencontré Shlomo HaMelech, ils ont rencontré un homme très sage et ils ont commencé à parler avec lui. Et puis, à partir de là, la philosophie grecque s'est développée. Pythagore, nous dit Rabbi Israël d'Amsterdam, Pythagore c'est pitouille aguerre, c'est la séduction du converti. Donc Pythagore aurait puisé toute une série de ces thématiques aux sources du judaïsme. Le Kuzari, la même chose, dit dans les dialogues qui sont rapportés, vous savez que le Kuzari c'est un livre qui a été écrit pour raconter les dialogues entre un roi non-juif qui désire se convertir et qui va rencontrer pour ça donc des sages de diverses nations. Alors il a un sage juif à côté de lui qui s'appelle le Chaver, et le Kuzari explique que au départ, c'est vrai, il y a la Babylonie, il y a les Mèdes, il y a les Grecs, mais au départ de tout ça, il y a Israël. Au départ de ça, il y a la Chokhmat Israël. Il y a d'abord ce que les prophètes juifs ont transmis aux nations du monde. Et du point de vue historique, ça colle tout à fait, parce que on voit que Pythagore, Socrate, et avant lui, il y a eu Pythagore. Or, effectivement, Socrate et Pythagore ont vécu à une époque où la prophétie existait encore dans le peuple juif. Et donc ils ont rencontré les prophètes d'Israël. Qui étaient les prophètes d'Israël ? C'était quoi un prophète ? Comment on devenait prophète en Israël ? Il y avait des écoles de prophètes. Eh oui, mes chers amis, il y avait des écoles de prophètes. Il y a eu 1 million de prophètes qui ont prophétisé dans le peuple juif. On n'a retenu que les écrits de 24 d'entre eux, parce que ce sont des gens qui ont prophétisé pour notre époque, l'époque qui précède la venue du Mashiach. Mais il y a eu 1 million de prophètes. Quand on était malade, quand on avait besoin de comprendre un événement, on allait voir les prophètes. C'était des gens qui avaient une connaissance de la Torah qui était totale, exhaustive, et c'était des gens qui avaient une très grande sainteté, et c'était des gens qui étaient capables donc de voir par-delà l'écran de la matière. Ça, c'était le prophète à l'époque d'Israël. Et les sages grecs ont rencontré les prophètes. Alors, quand on regarde les grands thèmes de la philosophie de Platon, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, on voit d'abord une partie qui est très attachée aux politiques. Bon, qui nous intéresse moins là ici, parce que Platon a fait beaucoup de politique, il a essayé de sortir plan politique, mais ça n'a jamais marché. Il a essayé d'appliquer son schéma d'une cité idéale, qui serait dirigée par les gardiens philosophes, c'est-à-dire des gens qui seraient à la fois doués de raison et de capacité d'action, mais ça n'a jamais marché. À chaque fois, il a essuyé de très grands échecs. En moins 387, il y a à peu près 40 ans, il a décidé de fonder une académie, puis de propager donc sa philosophie. Alors parmi ses élèves, il a eu notamment Aristote. Concernant Aristote, c'est très intéressant, parce que là, Aristote, il est repris très souvent par le Rambam, par Maïmonide, et donc lui, Aristote, il a un lien clair et net dans sa pensée donc, avec le judaïsme. Ce que Platon va faire, c'est qu'il va s'intéresser à la morale. Il va s'intéresser au bien, au beau, au vrai. Il va notamment dégager une ligne de conduite qu'on va résumer en quelques mots dans un cours de 20 minutes. On ne peut pas tellement aller plus loin, pas fondamental là dans le sujet de connaître la philosophie platonicienne, mais de comprendre un petit peu ce qu'elle véhicule comme concept. Lui, ce qu'il va dire, c'est que la vérité, elle n'est pas dans des phénomènes particuliers, dans les phénomènes passagers. La vérité se trouve dans les idées, c'est-à-dire dans quelque chose qui appartient à l'abstraction. C'est là-bas que se trouve donc la vérité. Et cette vérité, elle correspond à quelque chose qui est pur, qui est dénoué de toute, on va le dire dans notre langage, de toute matérialité. Comme si en quelque sorte il y avait au départ une pensée désincarnée, qui n'est pas dans la matière, qui ne dépend pas de la matière, mais qui va permettre d'accoucher et de comprendre la matière. Et au sommet de toutes ces idées, quelle est l'idée absolue qui est au-dessus de toutes ces idées extraordinaires ? Il y a l'idée du bien.
Alors ça, c'est extraordinaire. Parce que dans la pensée grecque, dans la pensée des philosophes, des penseurs de l'Antiquité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Penser que le bien est la vérité suprême. Et l'idée du bien, la valeur désincarnée du bien, c'est ça, la puissance absolue, c'est la vérité absolue, c'est le concept qui est au-dessus de tout. Alors on trouve par exemple, quand on entend cette idée-là, et on voit par exemple également qu'une des sources d'inspiration de Platon, ça a été ce qu'on appelle les traditions orphiques. Or les traditions orphiques dans l'Antiquité parlent beaucoup par exemple de l'immortalité de l'âme, du retour des âmes, de la réparation par le retour des âmes. Ça vous dit quelque chose ça? D'accord? On voit ici que, rapidement, il y a un certain nombre de thématiques qu'on retrouve dans la pensée platonicienne, qui sont des thématiques qui sont vraiment très liées à ce que la Torah va véhiculer. Simplement, elles sont reprises dans le cadre de la philosophie platonicienne et dans le cadre de la philosophie grecque. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie qu'elles sont complètement détachées du support divin de la pensée. Qu'est-ce que la Torah nous dit? La Torah nous dit, voilà, Akadosh Baruch Hu, Dieu a donné la Torah. Quand il a donné la Torah, il a donné un livre de vie. Maintenant, à l'intérieur de ce livre de vie se trouve la source de toutes les sciences. Et notamment de penser les phénomènes, penser la vie, penser la cité dans laquelle on vit, penser tout ce qui se passe dans le monde, apprendre à se relier à ce qui se passe autour de nous en réfléchissant et en pensant avec les catégories qui sont celles de la Torah. Les Grecs reprennent ce genre de phénomène, ils vont penser l'immortalité de l'âme, le bien, le beau, la politique, le vrai, le juste, la démocratie. Mais où est Dieu dans tout ça? Dieu a été chassé. Et donc, ils vont reprendre un certain nombre de concepts, comme va le faire Platon, mais ils vont les désincarner, en quelque sorte, ils vont les détacher complètement de l'idée de Dieu. Je parle ici avec des mots qui sont des mots grecs. Dans nos monarchies, même dans notre manière de fonctionner, nous les Juifs, ils vont tout simplement détacher la pensée et la possibilité de penser de l'origine divine de l'homme. Ils vont opérer une fracture très nette entre le fait que je puisse penser, que je puisse réfléchir et que je sois une créature divine. Voilà ce que les Grecs vont tenter de faire. Pas que ça, évidemment, mais au niveau de la pensée, c'est ce qu'ils vont véhiculer. Pour revenir sur Platon rapidement, pour donner quelques éléments, d'abord c'était quelqu'un qui était un lutteur, au départ c'était un militaire, il a failli rentrer à l'armée, et puis finalement il a rencontré Socrate, et Socrate l'a rencontré, il a dit, mais écoute, là t'es quelqu'un de très intelligent, il n'y a pas de raison que tu ailles te perdre dans les guerres que mènent tous les royaumes grecs, il faut que tu fasses de la philosophie. Alors il va s'opérer entre les deux, et quelque chose de très intéressant, c'est que Socrate lui s'intéressait beaucoup à l'homme. Alors, il vient ici aussi quelque chose de fondamental qu'il faut bien dire quand on parle de Socrate et de Platon et des philosophes grecs. Vous savez que Socrate et d'une manière générale les grands maîtres de la philosophie grecque étaient homosexuels et que donc Socrate avait des élèves. Alors sa technique à Socrate, c'était de permettre à l'élève de poser des questions, de lui faire penser qu'il pouvait en quelque sorte surprendre le maître. Et puis le maître ensuite allait montrer à son élève l'échec dans lequel il se trouvait, puis ensuite le subjuguer intellectuellement, et donc ensuite après l'emmener avec lui dans son projet. Alors, qu'est-ce qu'il faisait avec son élève? C'était une autre affaire. Socrate est connu comme étant au moins un bisexuel. Donc clairement homosexuel d'un côté, bisexuel de l'autre, et il y a dans la philosophie grecque, ce qui est très présent chez Socrate et qui va être très présent chez de très nombreux philosophes grecs, il y a un comportement qui est un comportement indétachable, qui est l'homosexualité. Mais alors c'est très intéressant parce que c'est l'homosexualité comme forme de misogynie, c'est le rejet des femmes. Donc il y a dans la pensée grecque ici, en quelque sorte, une capacité à penser le bien, à penser le beau, à penser le vrai, sans le divin, et en même temps, quand on pense le beau et le bien, à le détacher complètement du comportement et de la gestion de ses passions. Or, chez les Grecs, la gestion de ses passions, c'était quelque chose c'est un thème qui existait, c'est un thème qui a son importance. C'est un thème qui a été repris par les philosophes grecs et qui est fondamental. On parle de ça, d'accord? D'ailleurs, si vous regardez les philosophes grecs, vous apercevoir que, par exemple, comment est-ce qu'ils partagent l'âme? Ça, vous voyez chez Platon, d'accord? Il dit l'âme, selon Platon, elle a 3 puissances. Alors, vous avez d'abord l'appétit, l'épithéma,
Le thumos, c'est la colère, c'est le cœur, et le logiskon, d'accord, qui est tout ce qui est le raisonnable, l'esprit, etc., mais qui peut être également rattaché à l'élément du démon. D'accord ? Après, vous avez le nous, qui est la raison, donc qui est le seul rapport à l'intelligence. D'accord ? Maintenant, pourquoi penser ce genre de catégorie ? Pourquoi penser qu'il y a l'appétit, il y a les passions charnelles, et puis il y a la colère, il y a le raisonnable, il y a le nous, c'est l'intelligence. Pourquoi penser ce genre de choses ? Parce que ce que Platon et ce que Socrate veulent dire, c'est qu'il y a une élévation de l'individu vers la capacité à penser des choses extrêmement abstraites. Or, de l'autre côté, il y a un comportement dans lequel l'homosexualité est une institution, la misogynie, le rejet des femmes est une institution, des sociétés aussi qui sont très hiérarchisées aussi. Et donc, il y a ici, de toute évidence, une discordance entre le but, qui serait le bien, le beau, le bon, le vrai, et le comportement qui pourrait tout à fait être lié à ces passions. Avec, au passage, du point de vue psychanalytique, quelque chose de très intéressant. Quand on dit que Socrate, par exemple, va suggérer à son élève qu'il peut lui poser des questions, mais en fait, ce qu'il veut, c'est le mettre en échec, et puis d'une certaine manière, le ramener vers lui. D'une certaine manière, il y a là, ici, quelque chose qui est de l'ordre de la perversion narcissique, c'est-à-dire que je laisse l'individu penser que je suis abordable, je le rentre en quelque sorte dans mon précaré, et là, je le prive de toute capacité d'autonomie, jusqu'à en faire un objet sexuel. C'est un des traits de la perversion narcissique qui pousse la manipulation de l'individu jusqu'à ce que l'individu finalement accepte lui-même de s'auto-manipuler pour rentrer complètement dans la volonté de son possesseur, de son manipulateur. Et quand on lit un petit peu les méthodes de Socrate, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un rapport entre cette manière de faire et ce qui en découle. Et chez Platon, on va retrouver la même manière de fonctionner. D'accord ? Sauf que lui, Platon va introduire ce qu'on appelle la dialectique. Alors ça, c'est très intéressant, parce que la dialectique, finalement, c'est quoi ? C'est une capacité à discuter sur des thèmes, d'accord ? Mais, en quelque sorte, en retournant le concept dans tous les sens. Puis, d'une certaine manière, derrière la dialectique, il y a aussi cette idée que toi, tu vas dire comme ça, moi aussi, je vais dire comme ça, mais finalement et Platon va souligner ce danger, que nos idées peuvent se valoir. Et Platon, justement, bien que pratiquant la dialectique, va dire attention, la dialectique, il ne faut pas la mettre entre les mains des jeunes gens parce qu'ils font n'importe quoi. La dialectique, il faut qu'il y ait un maître, il faut qu'il y ait un élève. C'est-à-dire qu'il y a un échange, c'est vrai, mais c'est toujours au profit du maître. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un thème qu'il faut déceler aussi dans cette philosophie grecque et dans ce comportement des philosophes grecs. Donc, pour nous résumer, on a un homme ici qui va véhiculer un certain nombre de thèmes qui sont des thèmes qu'on va retrouver dans le judaïsme, qui s'est inspiré d'un philosophe qui s'appelait Pythagore. Pythagore, vraisemblablement, est un philosophe qui s'est inspiré du judaïsme. Les Grecs se sont inspirés de Shlomo Ameler, d'après nos sages. Les Grecs ont parfaitement s'inspiré d'autres civilisations, parce que c'était courant dans l'Antiquité de s'inspirer d'autres civilisations. On le faisait très, très couramment. Les Grecs, c'était courant chez eux de s'intéresser aux autres. Les Grecs, c'est les gens qui ont bousculé un peu les frontières. Donc ils ont forcément rencontré le judaïsme et les juifs et les prophètes d'Israël sur leur route. Donc voilà, c'est le personnage, ce qu'il est, grosso modo, hein, ce qu'il véhicule, ce qui a été. Alors, sa philosophie, d'abord, la grande allégorie qui est connue, la plus grande allégorie, celle qui est la plus connue donc, dans la pensée de Platon, c'est l'allégorie de la caverne, qui raconte donc le séjour d'une série d'hommes dans une caverne, et que ces gens n'ont finalement qu'une connaissance tronquée de la réalité. Alors ça, c'est la partie, si vous voulez, on va dire à la fois philosophique, mais en même temps politique. Dans la tête de Platon, ce qui est important, c'est que la cité soit gérée par ce qu'on appelle des gardiens philosophes. C'est-à-dire des gens qui sont à la fois doués pour l'action, mais en même temps, des gens qui pensent. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on retrouve encore ici, dans cette vision de la société, cette idée que finalement, les gardiens de la société, ceux qui vraiment ont le droit de s'exprimer, ont le droit d'être les chefs, c'est finalement des gens qui savent spéculer sur le plan philosophique, mais c'est toujours pour assujettir l'autre. Cette connaissance, elle sert toujours à assujettir l'autre. Et c'est très intéressant, cette donnée, parce qu'une des choses qu'on nous a beaucoup reproché à nous, c'est finalement que vos rabbins aussi, ceux qui ont imposé le judaïsme rabbinique, le judaïsme talmudique, étaient aussi des gens qui spéculaient et qui voulaient finalement aussi imposer leur savoir aux autres. Et ça, c'est très intéressant parce que chez nous, on dit « Kol haposel b'umo posel ». Tout celui qui rend impropre, il rend impropre avec ses propres défauts. Est-ce que les Chachmei Israël, les sages d'Israël, sont des gens qui ont voulu le pouvoir ? Pas du tout. C'était des gens qui s'éloignaient du pouvoir. C'était des gens qui détestaient le pouvoir. C'était des gens qui se méfiaient du pouvoir. Eux, ils ne reconnaissaient qu'un seul pouvoir, celui d'Hachem.
un seul lieu d'exercice de ce pouvoir, le Beth Amikdash, où on offrait le sacrifice à Hachem, et un seul lieu d'étude du pouvoir d'Akadosh Baruch Hu, le Beth Midrash, dans lequel tout le monde peut venir. Dans lequel tout le monde peut venir. Et où tout un chacun va pouvoir puiser dans l'étude de la Torah une possibilité à la fois de grandir sur le plan moral, le gros mot, sur le plan personnel, mais en même temps sur le plan intellectuel. Donc il va pouvoir s'élever. Alors, autre point maintenant qui est fondamental, il y a eu une rencontre dont tout le monde parle, tout le monde connaît, une rencontre qui est rapportée par le Rama, Rabbi Moshe Isserles, dans le Torah Ta'ola, entre le prophète Jérémie et Platon. Jérémie se lamentait sur la destruction du Beth Amikdash. Il dit, mais comment tu pleures? L'anecdote raconte que Platon a demandé à Jérémie, il dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Tu pleures pour des pierres ici. Tu pleures pour des pierres. Voilà pourquoi tu pleures. Tu pleures pour des pierres. Et là, Jérémie va lui dire, moi, je pleure pour des pierres. Je pleure pour des pierres qui étaient la source d'inspiration de ma sagesse. C'est-à-dire, le Beth Amikdash, c'est-à-dire le rapport au divin, c'est-à-dire le rapport à une science, à une connaissance, à une méthode, à une philosophie, si vous voulez l'appeler comme ça, le rapport à un savoir, le rapport à l'âme, le rapport au vrai, il vient d'un être qui m'est extérieur et auquel je me soumets. Et là, on est au cœur d'un débat. Quand le Rama rapporte cette anecdote, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que fondamentalement, il y a un débat entre Socrate, Platon, Aristote et les sages, les prophètes d'Israël et sages d'Israël, et ce débat, il continue jusqu'à nos jours. Est-ce que le savoir, c'est le support d'un changement moral de l'individu en référence à Dieu, à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, qui est extérieur à nous, et qui donc nous impose un certain nombre de règles. Et donc je me situe dans cet univers, et je pense à l'intérieur de cet univers. Ou alors est-ce qu'au contraire, spéculer, c'est finalement être capable d'être tellement fort, d'être propriétaire de la matière, qu'on peut même créer des dieux. D'abord, au départ, on peut complètement se passer de Dieu, ce Dieu un qu'on ne voit pas, et on va créer des dieux, on va en arriver même jusqu'à créer. Et si on ne les crée pas, en fait, on leur fait dire, on va faire dire, on va véhiculer des valeurs qui sont des valeurs complètement humaines, en fait. Et là, le cœur du débat depuis maintenant 2500 ans, entre la philosophie grecque et le judaïsme. Alors, je voulais vous lire ici un texte du Maharam de Pano. Maharam de Pano, c'est un Acharon qui a vécu il y a quelques siècles. Et lui, il dit la chose suivante. Il réfléchit à cette idée donc de la Chokhmat Yavan, de la sagesse grecque, dont la source serait chez les prophètes juifs. Il dit, il faut savoir une chose, c'est que Platon, pourquoi je voulais citer, parce que là, il cite Platon directement, il dit, Platon, lui, a volé, en fait, tout ce qu'il dit des Bnei Nevi'im, des prophètes. Et qu'en fait, il n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout, de porter jusqu'à son terme les connaissances des Grecs. Il le dit dans le Mahamar Hanefesh, au chapitre 3, donc au paragraphe 8. Il continue un petit peu plus loin. Il dit, Ve'ata askilecha, ve'orer darki aevanim ve'sichlutam. Il dit, je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, la bêtise des Grecs. Tu vas comprendre un petit peu. Il faut savoir que ces gens-là, par rapport au Chachmé Israël, face au Chachmé Israël, sont comme des singes en face d'un homme. L'un d'entre eux, Platon, il le cite encore une fois, eh bien, il prétend qu'il peut reprendre à son compte ce que les Tanaïm, les sages de la Mishnah, ont dit, Marbe Yeshiva, Marbe Chochma. Plus on s'assied, donc plus on étudie. Alors, évidemment, ici, quand Platon a vécu bien avant l'époque de la Mishnah, donc ici, dans ce texte, il est plutôt en train de se moquer de Platon, en disant finalement, ce que Platon veut faire, c'est imiter finalement ce que les prophètes d'Israël ont fait, et ce que plus tard vont faire également les sages donc, de la Mishnah. Ce Ani Badaat, Pirej d'Ivrehem, Al-Mifra, à Safsalim Yeshivatam. Il dit, ce Ani Badaat, cette personne qui était pauvre, il a voulu dire quoi? Il a voulu dire que finalement, il faut être marbé Beyeshiva. Pour avoir beaucoup de chokhma et de sagesse, il faut savoir s'asseoir et étudier. Mais où? Dans les académies grecques. Ce Platon-là, c'est ce qu'il a voulu nous dire. Deuxième chose, celui qui est venu après lui, Aristote. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut dire? Lui, il a connu les Chachamim, les sages et les prophètes, donc à l'époque de la Galoute, à l'époque de l'exil, et il a dit, voilà, les sages, eux, ils allaient de ville en ville, de village en village, de pays en pays, et ils étaient d'Oresh, donc ils enseignaient la Torah, d'accord? Et il dit, nous aussi,
on a vu que nous aussi on peut faire ça, on peut enseigner aussi la Torah. Vous savez que Socrate aussi, avec cette méthode aussi de se promener avec ses élèves. Au passage, les élèves d'Aristote s'appelaient des péripatéticiens. Vous savez que le mot péripatéticien et péripatéticienne, c'est le mot savant pour parler de prostituée. Ça renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure au sujet donc du véhicule de la pensée grecque. Les maasé, c'est-à-dire dans les faits. Qu'est-ce qui se passait? Comment vivaient ces gens-là qui prétendent nous enseigner donc à la fois la philosophie et la pensée. Kacher gamanachnu shamanu vegam rainu besefer hazohar bimaasé tokfo gvurato shel Rashbi. Et de nous, on a vu donc Rashbi, on a vu que les sages d'Israël de tout temps sont des gens qui sont allés de ville en ville et qui ont enseigné. Et dit alors ce grec aussi, ce grec orgueilleux aussi, lui aussi, du haut de son savoir et de son orgueil qui se trompe, eh bien lui aussi, il veut nous dire donc qu'il était capable aussi de philosopher, de comprendre les phénomènes, et également d'enseigner donc d'une ville à l'autre, donc dans l'imitation. Alors, c'est très intéressant parce que vous avez ici un sage d'Israël qui dit de manière extrêmement claire que toute cette philosophie grecque, finalement, elle est comme l'action d'un singe par rapport à un homme. C'est que le singe est très capable d'imiter l'homme. En fait, bien que les Chachmé Israël aient eu beaucoup de respect pour la Grèce antique, ils ont eu beaucoup de respect pour les capacités des Grecs. Et bien qu'ils aient un profond respect pour leur passion, pour la vérité, pour la philosophie, ils se sont méfiés de la raison pour laquelle ils le faisaient. Et ça, c'est fondamental, parce que le conflit avec la philosophie grecque, il se trouve là. Il est dans pourquoi vous pensez, au nom de quoi vous pensez. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Où est-ce que vous voulez nous emmener? D'où vous partez, où est-ce que vous allez? Et c'est fondamental. Ça n'est pas parce que quelqu'un pense de manière brillante, dit des choses extraordinaires, et qu'il véhicule des concepts qui ont l'air d'être des concepts toranimes, le concept de la Torah, qu'il pense comme la Torah le dit, qu'il dit vrai. D'où est-ce qu'il part? Il part des traditions orphiques, donc les traditions grecques qui sont des traditions des traditions de divinité grecque, donc d'idolâtrie. Et il arrive à quoi? Il arrive au néant. Et d'ailleurs, nos sages vont le dire, parce qu'ils disent V'chocher al peneteum, sur le premier verset de la Torah, Chocher al peneteum, l'obscurité sur les abîmes, c'est quoi? C'est les Grecs. Les Grecs, Irshirou et Enehem shel Israël b'Xerotem. Ils ont aveuglé Israël. Comment ils ont fait pour aveugler Israël? Tout simplement, ils ont empêché les Juifs d'étudier la Torah. Mais ils n'ont pas fait ça n'importe comment. Ils ont empêché la Mila, ils ont empêché le Shabbat, parce que c'était des gens qui ne supportaient pas cette idée de la sainteté du corps et de la sainteté du temps. Et bien que chez Platon, on va retrouver cette idée de la recherche du bien, du beau, de la vertu, des vertus morales, on l'a complètement détaché du divin. Et donc ceux qui vont venir derrière et qui vont véhiculer la pensée grecque, c'est-à-dire ceux qui viennent après les conquêtes d'Alexandre le Grand, parce que vous savez qu'en fait, qui finalement a exporté complètement de manière importante la pensée hellénistique, la pensée grecque, c'est Alexandre le Grand. Il avait conquis le monde, donc de l'Afghanistan jusqu'aux confins de l'Europe, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a importé ce qu'il avait appris chez Aristote, puisqu'il était l'élève d'Aristote. Et lui, il avait pris sur lui donc de faire connaître la pensée de ses maîtres. Donc il va faire connaître la pensée de Socrate, la pensée de Platon et la pensée d'Aristote de manière autoritaire. Et effectivement, dans un premier temps, il va rencontrer le judaïsme. Alors, tout le monde connaît cette histoire extraordinaire de la rencontre entre Alexandre le Grand et Shimon HaTzadik. Ça se passe quelques dizaines d'années après que le deuxième temple a été construit. Donc lui, Alexandre le Grand, va se prosterner à la stupeur de ses généraux. Il va dire, cet homme-là, il m'apparaît à chaque fois. À chaque fois que je pars en guerre, cet homme m'apparaît, il m'annonce toujours des bonnes nouvelles. Donc Alexandre va respecter le judaïsme. Et le judaïsme va, d'une certaine manière, faire bon accueil à ces gens qui pensent, qui réfléchissent. Mais le judaïsme va se méfier. Et effectivement, cette méfiance, elle va s'exprimer au moment où, elle va trouver sa vraie justification, au moment où les princes assyriens, qui donc tenaient le centre de l'Empire grec, vont tenter d'imposer cette fois-ci par la force, leur système de croyance au judaïsme. Alors on a dit, Platon a rencontré donc le prophète Jérémie.
Alors ça colle tout à fait au niveau des dates, hein. Ça colle tout à fait. Si vous suivez les datations de l'Antiquité chez les non-juifs, là oui, ça colle pas. Mais si vous suivez nos systèmes de datation, ça colle complètement, il n'y a absolument aucun problème. Qu'est-ce qui va se passer entre deux? Il va lui poser un certain nombre d'énigmes, et Yirmiyahu va répondre à toutes ces questions. Alors, il dit, mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intelligent. Il dit, d'où tu puisses cette connaissance? De ces pierres sur lesquelles je pleure, du Beth Amikdash, de la rencontre avec le divin. C'est de là-bas que je puise. Et là, Platon est coincé, et la philosophie grecque est coincée. Et cette impasse, on la retrouve dans un dialogue qui est rapporté dans la Gemara Tamid, entre Alexandre le Grand, qui va poser une série de questions, une série d'énigmes aux sages du Negev, qui étaient en fait des sages d'Israël, et qui là aussi, au travers de ce qu'il nous a raconté dans la Gemara, finalement, va rencontrer aussi finalement une certaine impasse. On voit par exemple il va leur poser 10 questions, d'accord? Parmi les questions qu'il va leur poser, il va leur dire notamment la chose suivante. Est-ce que la lumière a été créée avant l'obscurité? Alors, les Chachamim vont dire ça, il n'y a pas de solution. À ce problème-là, il n'y a pas de solution. Il va leur dire également, qu'est-ce qui a été créé en premier? Les cieux ou la terre? D'accord? Est-ce que les cieux ont été créés avant ou la terre? Alors lui, ils ont dit, les cieux ont été créés en premier. Ça, on peut t'expliquer. Mais quand ils viennent sur la lumière et sur l'obscurité, cette fois-ci, ils ne répondent pas. Ils disent, Davarze en l'opitaron. On ne sait pas répondre à ce genre de questions. Alors ça, c'est fondamental. C'est quoi le victoire? Il y a 10 questions comme ça, les unes derrière les autres. Mais ça, ici, on est au cœur du sujet qu'on est en train de traiter. Quand il s'agit de savoir qu'est-ce qui a été créé en premier, le ciel ou la terre, les Chachamim disent, c'est un pasouk. Mais au départ, c'est les cieux et la terre. Mais par contre, quand il s'agit de savoir si la lumière ou l'obscurité ont été créées en premier, or là, on a un pasouk. C'est écrit que Hachem a créé le or, que ce or est ensuite devenu du rocher, et qu'ensuite, après, il y a donc eu le soir et le matin. Donc il y a une lumière qui devient de l'obscurité. Alors, c'est d'abord la lumière qui a été créée. Mais qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent non, on n'a pas de réponse à cette question. Ils ne veulent pas répondent. Pourquoi? Ils disent, écoute, regarde, la question de savoir ce qui a été créé en premier, les cieux et la terre, on peut y répondre de manière morale. D'abord, le ciel a été créé. Comme vous le pensez, vous d'ailleurs, les Grecs, vous pensez d'abord qu'il y a l'idée du bien, vous pensez qu'il y a le concept, vous pensez qu'il y a un plan initial, et puis ensuite, il y a une réalisation de ce plan. Nous aussi, on pense comme ça. Donc là-dessus, on peut s'entendre. On va vous dire que le ciel a été créé en premier. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'expliquer physiquement ou pas? C'est pas tellement le débat. Alors il passe à la deuxième question, il dit, mais 2 minutes, le monde, au départ, c'est de la lumière. Alors qu'est-ce qui a été créé en premier? La lumière ou l'obscurité? C'est pas très clair dans vos versets. C'est pas très clair pour vous. Alors il dit, mais non, on peut pas répondre. C'est quoi on peut pas répondre? Il dit, toi, le grec, tu penses qu'avec l'intelligence, tu peux répondre à tout. Et nous, les juifs, on pense qu'avec l'intelligence, on peut répondre à rien. Ah bon? Bon, ça, on peut pas. Mais avec l'intelligence, on fait des choses extraordinaires. Oui. Mais avec l'intelligence, on rencontre les limites de l'intelligence humaine. Donc on peut répondre à cette question, mais il y a des questions qui sont très fondamentales auxquelles on ne peut pas répondre, comme celle que tu étais en train de poser. Donc en fait, on ne peut pas répondre à grand-chose. On peut créer avec le sechel, on peut avec l'intelligence. Mais est-ce qu'on peut répondre à tout? Non. Toi, le grec, parce que tu as chassé le divin et que tu as placé la raison au-dessus de tout, tu penses qu'avec la raison, on peut répondre à tout. Mais nous, on pense que non. Alors, c'est très intéressant parce que dans un livre de Zamir Cohen, le Rav Zamir Cohen, que j'ai traduit en français, La Révolution, qui est souvent attaqué à tort, à mon avis, parce que c'est un livre qui est très, très passionnant, très intéressant, il rapporte les rapports, il rapporte les propos d'un grand scientifique qui était le directeur de l'Institut Goddard, qui dépend de la NASA, donc c'est finalement l'équivalent un petit peu de ce qu'il faut penser au niveau scientifique. Et lui, il dit, l'homme de science, avec sa raison, croit qu'il peut répondre à toutes les questions. Et alors, quand il escalade les montagnes du savoir, à la fin, quand il arrive au Big Bang, eh ben, il va rencontrer dans sa lunette des théologiens qui se trouvent en haut de cette montagne depuis très longtemps et qui lui disent, bah oui, mais nous aussi, on savait qu'il y a eu le Big Bang. Or, nous, on n'a pas fait le même trajet que vous. Vous étudiez, vous montez la petite montagne comme ça, pas après pas, mais nous, on est les sages d'Israël et on vient de la montagne du Mont Sinaï, on est venu en hélicoptère en haut de cette montagne. Et il y a là quelque chose qui est tout à fait fondamental parce que, finalement, la rencontre entre Platon et Jérémie, et finalement la rencontre entre la philosophie grecque et le judaïsme, son impasse, c'est précisément ce qui montre la différence fondamentale entre nous et eux. Son impasse, elle est dans cette question. Il n'y a pas de possibilité pour l'intelligence humaine de tout appréhender. C'est faux, c'est un leurre, c'est un mensonge. Dans le meilleur des cas, un sage d'Israël
sera un Talmid Chacham, un élève. Pas plus, pas moins. Un Chacham, il sera un grand sage. Dans le meilleur des cas, les Grecs nous disent il sera un philosophe, un ami de la sagesse. Il va regarder la sagesse comme regarde cette caméra, les yeux dans les yeux. Mais il ne va pas être un élève, il ne va pas regarder, il va pas avoir de relation verticale. Et cette relation verticale, elle est fondamentale parce que, qu'est-ce que la Torah nous enseigne? Elle nous enseigne que précisément parce que cette relation est verticale et que mon sechel ne peut pas, mon intelligence ne peut pas être l'intelligence divine, David Ameller dit, l'homme, il lui en manque quelque chose. Là, j'enregistre dans la semaine de Parashat Roukat. La Parashat Roukat, c'est la Parashat du Chok, c'est la Parashat de la limite de l'humain face au divin. Ce que les Grecs ont voulu complètement oublier en disant qu'il n'y a pas de divin et qu'en fait, l'homme peut parfaitement accéder par sa connaissance à toutes les formes de connaissance. Ce dont nous savons aujourd'hui que c'est un immense mensonge, puisque les scientifiques aujourd'hui, même en creusant dans l'infiniment petit, n'ont pas arrivé encore à l'infini qui se trouve dans l'infiniment petit. Voilà, last but not least, on va conclure donc ce voyage rapide, on n'a que 20 minutes, on a balayé beaucoup de thèmes, en rappelant que l'élève de Platon va être Aristote. Aristote est souvent cité donc par le Rambam, par Maïmonide. Mais Maïmonide va être très clair, il va dire il s'est approché, il n'a pas été très loin du roi HaKodesh, de l'Esprit Saint, mais il s'est arrêté. Il s'est arrêté pourquoi au juste? Il s'est arrêté parce qu'il a rencontré sa propre limite. Qu'est-ce qu'un homme peut penser quand il n'a pas de divin dans sa vie? Qu'est-ce qu'un homme peut penser à part les limites de ses propres limites? S'il n'y a pas de Dieu dans le monde, et que finalement il n'y a que la matière et l'intelligence humaine pour l'appréhender, eh bien je ne peux penser que dans les limites de ce que je suis, puisque je suis moi-même une matière. Donc étant une matière qui a un peu d'intelligence, je ne peux penser que dans les limites de la matière. Et c'est la raison pour laquelle Aristote n'a jamais franchi l'étape, la dernière étape, qui était l'étape de la Emouna, l'étape de la foi, qui normalement aurait dû conduire des gens, comme les philosophes grecs qui pensaient le bien, le beau, le vrai, vers la recherche de la vérité absolue. Or, ils ont toujours été limités. Pourquoi? Parce que le divin avait été chassé donc de cette philosophie, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, la pensée platonicienne et la pensée grecque, effectivement, sont limitées. Alors, question fondamentale posée par nos sages, est-ce qu'on peut étudier la philosophie grecque? Il y a ici beaucoup d'avis sur la question. De nos jours, la question est moins brûlante parce qu'on s'intéresse moins à la philosophie et plus à des sciences comme les mathématiques ou autres, etc. On est beaucoup plus aujourd'hui dans la mesure des choses que dans la pensée sur le concept des choses. Donc on a moins cette question-là. Mais le débat, les termes du débat restent posés. À partir du moment où j'ai entre les mains un texte qui est d'origine divine et qui m'explique et qui me permet d'envisager la totalité des expériences de l'humanité, de me donner le pourquoi et d'une certaine manière très souvent aussi le comment de ces expériences, et notamment au niveau moral, au niveau éthique et au niveau spirituel. Pourquoi est-ce que je devrais aller regarder dans des textes grecs qui sont par essence limités? Alors, en tant qu'anthropologue, en tant que personne curieuse, oui, effectivement, on peut toujours être curieux, mais pour y chercher la raison de notre existence, pour y chercher la source de notre existence, là on est dans une impasse, on est dans un problème, on est ici au cœur de quelque chose qui est très limité. On a, nous, un jeune vieux texte qui s'appelle la Torah, qui a 3331 ans, et qui sait répondre avec justesse que précisément, nous ne savons pas répondre à toutes les questions. C'est la garantie ultime de sa sagesse. On ne sait pas répondre à tout. C'est la preuve ultime et la preuve absolue de la sagesse. Voilà, je vous dis à tous très bientôt. On s'intéressera encore à d'autres grands personnages et à leur rapport avec le judaïsme. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.